Announcement none. Papers none. Motion. Honorable Prime Minister. Mr. Deputy Speaker, I beg to move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Seconded by the Deputy Prime Minister. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Statement by Ministers none. Public Bill second reading. Honorable Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, Mr. Bagwan. Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, à pareille époque l'année dernière, mes collègues députés du Parti Travail et du MMM vont certainement se rappeler de ce triste épisode. Qu'avons-nous pas vécu et vu ici même avec les tapes la table et l'arrogance du tandem Ravin-Jagnat-Padati, qui ont laissé derrière eux un très lourd héritage économique au pays et à son peuple. Monsieur le Vice-président, ce fut l'année dernière la présentation d'un budget tronqué et trompeur, de la voodoo economics, en passant par du creative accounting, pour masquer la réalité comptable de l'économie. Le résultat de cette tromperie, Monsieur le Vice-président, est aujourd'hui noir sur blanc dans ce présent budget. Une dette nationale représentant 90% du PIB, soit plus d'un demi-million de roupies par tête d'habitant. Monsieur le Vice-président, aujourd'hui, alors que nous entamons le dernier virage des débats budgétaires, portant sur des questions fondamentales pour l'avenir du pays, et après avoir écouté mes collègues, il nous semble évident que tout patriote digne de ce nom, en constatant le crime économique à l'encontre de l'État et du peuple mauricien, sait que le pays a besoin de prendre des mesures courageuses et décisives pour redresser l'économie. Le peuple le sait aussi. C'est pourquoi, prenant en main sa destinée, il a mis fin aux dérives et aux abus et au pillage du MSM et fait triompher la justice et la liberté. Monsieur le Président, nous avons la chance, pour cette mission audacieuse, d'avoir à la tête du pays deux hommes d'État, deux patriotes tenaces, en dépit de tous les coups bas, en dessous de la ceinture du MSM. Je parle ici du Premier ministre et aussi ministre des Finances, le Dr Navin Ramoulam, et du député Prime Minister, Paul Béranger. Monsieur le Vice-président, que n'a pas fait Pravin Jagnat au cours de ces 10 dernières années pour éliminer politiquement l'actuel Premier ministre? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie en énumérant ces bassesses politiques. Fort de leurs expériences et en prenant la mesure de l'état catastrophique de notre trésorerie, ce tandem est décidé, et déterminé plutôt, non pas à rafistoler, mais à redresser l'économie sur le long terme. Ces deux leaders politiques, conscients de l'enjeu du moment pour le pays, sont déterminés à tout mettre en œuvre pour remettre l'économie sur les rails et donner à la population son pouvoir d'achat. Monsieur le Président, Vice-président, we have shown us that we are made of another metal. Monsieur le Vice-président, le peuple nous a donné une confortable majorité pour accomplir cette tâche ingrate. Et le Premier ministre ainsi que le DPM peuvent compter, je le dis, sur le soutien indéfectible des ministres, des unions ministérielles et des députés de la majorité. Les critiques vont certes continuer à pleuvoir, mais rien ne doit distraire le gouvernement.
de son premier engagement pris lors de la dernière élection générale, parce que nous avons pris cet engagement ensemble. Cependant, nous restons tous à l'écoute de la population. Et le Premier ministre et son adjoint ne sont pas insensibles aux voix qui se sont exprimées jusqu'ici. Nous ferons de notre mieux pour que le fardeau soit équitablement réparti et que les plus vulnérables de notre société bénéficient d'une considération spéciale. D'ailleurs, 2 comités se penchent sur les réajustements possibles, je dis possibles, tout en gardant le cap sur la consolidation de l'économie nationale. Monsieur le vice-président, aujourd'hui, les Pravin Jagnat, les Renganaden Padayati, les Manish Gobin, les Morts anti-papiers, Bobby Riram et autres, Khaled Diagatpal, Zoubert Djoumaï, Gouljouri alias Judas, où sont-ils? Le respect de la démocratie, dans le manque du gouvernement de l'Alliance du changement, fait qu'ils ne croupissent pas dans les cellules d'Alcatraz, Detention Center, avec les institutions sous la Constitution, opérant au terme des dispositions de la loi. En tout cas, pas comme sous le précédent régime, comme le prouvent les enregistrements de M. Moustas. Malgré ces preuves accablantes et ces squelettes dans tous les placards, nous en faisons l'expérience, tous mes collègues ministres. L'ancien Premier ministre fait preuve d'une inquiétante amnésie politique, tandis que ses anciens complices se terrent à l'abri de l'ire public. Permettez-moi de leur rafraîchir la mémoire. Et je vous promets, Monsieur le Vice-président, ce sera sans anesthésie générale, contrairement à certaines cliniques dans les Hauts-Plaines-Williams et même dans l'Ouest, jusqu'à très récemment bien connectées et bénéficiant grassement des deniers publics. Et mon collègue le ministre de la Santé sait en quoi je parle. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, la phrase, le fameux, oui, Côte Monfauté, continue à faire des échos dans nos têtes. Il faut demander pourquoi. Parce que le régime de Pravin Jagnat a franchi la ligne rouge. Et je dis la ligne rouge avec l'assassinat de Kishnen, feu Kishnen de Kanakia, que leur police a masqué en suicide. Parce que, avec Wakashu, ce fut un naufrage écologique. Le ministre de l'Environnement disparaît de l'OMA, ministre de l'Environnement. Non seulement un naufrage écologique, mais aussi économique, mais aussi gouvernemental. L'histoire retiendra que le gouvernement dirigé par le MSM n'a rien fait pour empêcher la première marée noire de cette ampleur que notre pays a connue et qui a été répercutée à l'international. Et nous allons rendre toujours hommage à l'époque à Résistance alternative et à tous les ONG qui ont aidé le pays à ce moment difficile. Parce que la state capture était le modèle de gouvernance par excellence, surtout avec les recettes de la cuisine pour contrer les voix discordantes. Dictature, Monsieur le Vice-président, bloc réseaux sociaux, que c'est bloc la vérité en pleine campagne électorale. Nous avons vu cela. Renvoi des élections municipales, écoute téléphonique, sniffing. Et ce sont des révélations qui ont permis de savoir l'ampleur des abus, de la dictature du MSM et du Premier ministre d'alors, et de la state capture permettant de verrouiller toutes les institutions du pays. Je me rappelle à un certain moment, j'ai même dit que nous avons affaire à un Pinochet local. Pinochet. Monsieur le Vice-président, parlons maintenant de feu Alan Govinden. Je ne sais pas si mes jeunes collègues de l'Assemblée nationale en savent quelque chose. Parce que feu Alan Govinden a emporté les secrets des 20 millions d'Angus Road dans sa tombe.
il y a eu bien une cushion de fraude. La population demande à Pravin Jagnat comment il a eu cet argent pour pouvoir acheter cette campagne, ce bel domaine de Angus Road, bout par bout. Et dommage que Feu Alan Govinden n'est plus là. Mais à chaque fois qu'on parlait on faisait état d'Angus Road, Galopé al get Bicari tout bloc l'enquête. Monsieur le vice-président, je ne veux pas parler des millions dilapidés dans les institutions. Mes collègues en font état. La SBM, Silverbank, MIC, Mauritius, Airport Holdings, la Banque de Maurice, pilotée par le bureau de Savate Delou. 50 milliards d'argent public font actuellement l'objet d'enquête, monsieur le vice-président. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général par intérim de la FCC. Que dire de ces contrats à gogo accordés durant la pandémie du Covid-19 à des copains et des copines, mes collègues ont fait état. Des terrains, y compris à Gangatalao. Fameuse partie à Gangatalao avec Black Label en compagnie de gens qu'il ne fallait pas être là-bas. Monsieur le vice-président, venons-en à M. Navin Bikar. Je crois moi-même j'ai posé une dizaine de fois des questions parlementaires. Que ce soit question time, que ce soit à l'heure des examens du budget en comité. Jamais le Premier ministre d'alors n'a voulu donner des chiffres. Dire à la population, c'est l'argent public. C'est maintenant que nous savons, grâce au Premier ministre actuel, le salaire mensuel de 525 000 et la moitié payant de l'ordre. Vous savez pourquoi, monsieur le vice-président? Parce qu'il a fait un U-turn au Privy Council dans le scandale de Medpoint. Et nous avons dit pendant la campagne, ce scandale de Medpoint, l'enquête pourrait ouvrir, bien réouvrir, parce que la population veut savoir la vérité sur l'affaire Medpoint. Et ce monsieur a été récompensé en dollars, avec aussi l'arrogance. N'en parlons pas, monsieur le vice-président, de monsieur Al Capone du Champ de Mars. Je fais mention moi-même ici à l'Assemblée, monsieur Lissim. Al Capone du Champ de Mars, une diarrhée ultra politisée, poussant la MTC vers la sortie. Combien de fois nous avons posé des questions parlementaires sur ce monsieur? Lui-même, il a avoué il avait financé le MSM. Combien de millions à l'époque? Radio Plus, il avait dit publiquement. Il a financé du MSM. Semaine après semaine, nous avons posé des questions. Jamais Pravin Jagnat n'a voulu dire la vérité, ni le ministre des Finances d'alors. Au lieu de dire la vérité à la population. Semaine après semaine, monsieur le vice-président, le collègue François, cet acharnement contre M. Jean-Michel Giron. Acharnement raciste et communaliste. C'est dans les Hansard, le président. Et tout ça, qui était l'homme à tout faire de Pravin Jagnat au Diarrhée? Son senior advisor Dave Vicari. Et hier, le Premier ministre a fait état de ses salaires, de ses perks. Il était aussi dans plusieurs conseils d'administration. Et nous aurons l'occasion d'en parler sur le Diarrhée dans les semaines à venir, quand il y aura très probablement procédural. Monsieur le vice-président, ce n'est pas que dans l'entourage de l'ancien Premier ministre que les abus ont été légion. Monsieur le Président, parlons de ce monsieur qui voulait faire politique autrement. Ce monsieur. C'est un traître lui-même. Steve Obigadi. Monsieur le Président. Il avait commencé, lui, faire la politique autrement. Raser les maisons à Riambel, à Résidence Malherbe, en pleine pandémie. Et hier, la population a mis au courant 22 missions. 22 missions au coût total de 7 millions. Pour ce monsieur qui voulait faire politique autrement.
alors que la MTPA, dont il avait la charge, faisait les choux gras à l'organisatrice immuable des concours de beauté. Je ne veux pas aller plus loin, tout le monde sait qui est responsable de ce concours de beauté. Très proche parent du ancien ministre, qui voulait faire politique autrement. Ce n'est pas son argent. Hein. On m'a informé, j'espère que mon collègue va aller vérifier, il a pris l'avion 2 fois dans le même jour, pour aller revenir. Je le sais. Et aujourd'hui, moi j'ai tant de sortie. On le voit sortir et venir nous faire la leçon. Le président, le leader de l'opposition a fait état de l'émission. Vous allez voir les chiffres entre 2014 et 2024 pour les voyages ministériels. C'est presque 1 milliard. Je sais que je suis en train de dire. Et ils font état pour sa délégation sur la voiture du Premier ministre. Pour les voitures, monsieur le Président, vice-président, 500 millions. Je casse ça. Englouti pour l'achat des limousines sous le régime des Jackman. Et aujourd'hui, on vient nous faire la leçon sur les advisors. Alors il suffit de regarder de près le traitement accordé au Bala, Brancas Mantoura, des Vicari, Kenorion et toute la bande de la cuisine du Santos. N'en parlons pas maintenant, monsieur le vice-président, de l'opposition persécutée, des journalistes, des internautes traqués. Parce que ce Special Striking Team est toléré par un ex-commissaire qui a attendu, monsieur le vice-président, la retentissante défaite de ses maîtres pour prendre sa retraite dorée le même jour. Monsieur le vice-président, c'est de loin le fléau le plus inquiétant que le MSM a légué en héritage. Fraude, corruption, pillage, gaspillage et aussi appauvrissement. La population, en gonflant les comptes en banque des ministres et de ses petits copains. Si pendant Covid, je ne trouve rien pour qu'aucun, monsieur le vice-président, on peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé en temps normal. La FCC a certainement du plein sur la planche pour les prochaines années. Et la population attend avec impatience des réponses claires, des sanctions exemplaires, et surtout la mise en place d'un système de gouvernance qui protège les caisses de l'État contre de tels abus. Et nous faisons confiance, la population fait confiance au Premier ministre et au Vice-Premier ministre pour leur vision là-dessus. Le peuple veut qu'il y ait des garde-fous efficaces et surtout une plus grande redevabilité des décideurs politiques. Et nous donnons cette garantie en tant que gouvernement. Monsieur le Vice-président, suite à la présentation du budget par le Premier ministre le 5 juin dernier, il y a eu de nombreuses réactions politiques. Il va sans dire que la question du BRP à 65 ans a polarisé toute l'attention, omnibulant ainsi malheureusement les autres mesures budgétaires importantes. Commençons par les acteurs de ces manifestations. Quand il fallait s'y attendre, les syndicats, rightly, se sont mobilisés à bloc, et certaines ONG. Par contre, monsieur le président, des politiciens missing in action disparaissent ça depuis le 10 novembre. Ça qui partit au radar et des classiers d'or aujourd'hui, monsieur le vice-président. Et non là. D'autres observant de toute évidence le deuil politique. Ils sont en deuil. On les a vus en tenue de croque-mort. En plus, une véritable tête d'enterrement, on les a vus dans les rues de Coronie. En tenue de croque-mort, ils sont en deuil, une véritable tête d'enterrement. C'est qu'il y a pas de bon. Et pour cause, monsieur le vice-président, 60 soldats engagés, 60 capturés,
60 prisonniers de war, ça a été battu, prisonniers de war, mais il y a eu 2 qui sont libérés sur parole. C'est une base démocratique. C'est une base démocratique. Le MSM et son leader, qui hier bâillonné la liberté d'expression, peuvent aujourd'hui, grâce à ce gouvernement, massé à l'eau de rôle, et voilà, entouré des bouncers. Incroyable. Et les bouncers aussi en tenue de croque-mort. Monsieur le Président, eux qui rêvaient de l'opportunité qu'offrait cette manifestation pour tenter de redorer leur blason. Orange, le blason orange est devenu noir pour la circonstance. Et ils voulaient servir de cette manifestation organisée par les syndicats pour avoir un sérum politique. Sauf que ce produit n'a aucun effet sur 0,0. Monsieur le Président, l'issue du dernier scrutin est toujours bien présente de la mémoire de l'électeur. L'électeur a une mémoire d'éléphant, un peu comme moi. Ils ont d'ailleurs appris à leur dépens, le MSM, dans les manifestations du week-end. Heureusement, il n'y a pas eu de photo de famille avec Pinocchio, Savate Dodo, Gobine, les ex-patrons de l'ASBM, Judas et les gens de la STC. Heureusement, il n'y a pas eu de photo de famille. Et tous ceux qui sont sur, surtout, tous ceux qui sont sur le wanted list de la FCC, qui ne prennent l'autre avec la cousine, ils sont en attente, ils font la queue là. Monsieur le Vice-président, la colère des manifestants est dans les faits, avant tout, surtout contre les responsables du MSN et ses alliés complices, coupables. Ils sont coupables de ce désastreux bilan. Le passage du cyclone du MSN sur notre pays a mis notre économie à genoux. Ceux et celles qui s'expriment ces jours-ci revendiquent les acquis de ceux qui, pour les 10 ans à venir, Monsieur le Président, Vice-président, ce gouvernement veut voir au-delà de cette fenêtre le moyen et le long terme, 25 à 30 ans plus. C'est la vision c'est ça la vision du Premier ministre et du ministre des Finances et de l'ensemble du gouvernement et du vice-premier ministre, pour pérenniser le système de pension et le rendre soutenable. Nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir envers les générations à venir, de rendre soutenable ce système de pension, en tenant notamment compte du vieillissement de la population et la baisse de la natalité pour que nos petits-enfants ne nous reprochent pas d'avoir vidé nos boîtes condamnées nationales. Ce qu'ils ont fait. Des boîtes condamnées nationales. Cette génération, j'ai vu dans ceux et celles qui vont en premier lieu, directement et définitivement, bénéficier d'une meilleure protection à l'issue des réformes préconisées de la pension, les jeunes ne se sont nullement exprimés dans la rue. Mais pas du moins encore. Ils n'ont pas fait entendre leur voix et étaient les grands absents de la rue. Les jeunes qui ont déjà débuté leur carrière professionnelle et qui s'apprêtent à le faire, la génération de demain et d'après-demain, et à qui ces réformes sont destinées. Les réformes que nous avons proposées, que ce gouvernement a proposées, pour la voix du Premier ministre, sont destinées à ces jeunes de demain. Et ces jeunes, ils réalisent la nécessité de cette réforme. Pour être objectif dans ce présent débat, il me semble qu'au préalable, il nous faut écouter les deux sons de la cloche, les aspirations de 2 générations en plus. Monsieur le Vice-président, qu'est-ce que nous constatons? Une pléiade de critiques, des amalgames douteux, une virulente désinformation, il y a une désinformation démagogique, des dizaines de critiques, mais 0 de propositions, alors qu'il y en a 10 faits dans la case. Un ou 2 actuaires indépendants ont donné leurs opinions, mais aucune proposition collective. Mais pour pouvoir en faire, il faut bien comprendre comment nous en sommes
pour retrouver dans un tel bourbier. Un budget, Monsieur le Vice-président, ce sont des colonnes et des lignes interminables de chiffres. Et des chiffres, ces chiffres expriment nos attentes, nos appréhensions, nos ambitions et notre futur. Cette encyclopédie de chiffres offre la vérité à celui qui veut voir, la sagesse à ceux qui la maîtrisent et la prospérité à ceux qui savent l'écouter. Et les chiffres ne mentent pas et les faits sont indiscutables. Monsieur le Vice-président, mes collègues ont parlé de loup dans la bergerie ou de loup dans la peau d'un mouton. Pour garder le même registre, je parlerai des loups-garous qui profitent non pas de la pleine lune, mais de leur libération sous caution pour faire leur sortie politique. Ces mêmes loups-garous qui ont vampirisé et saigné à blanc les institutions. Certains nous reprochent de rappeler le passé, mais ne pas parler de dilapidation de l'héritage de toute une nation, in broad daylight, ça rend inscrit au final. Alors que le passé, mieux vaut l'assumer, mais pas le fuir. Il ne faut pas fuir le passé. Et surtout pas donner l'occasion au croque-mort de l'enterrer. Le vice-président, nous de notre côté, seul côté de la Chambre, au niveau du gouvernement, nous sommes prêts. Prêts à rendre ce pays sa dignité, son intégrité, son avenir. Prêts à gouverner avec le peuple, mais pas contre le peuple. Prêts à s'attaquer aux vrais problèmes que d'autres ont esquivés. Ils ont esquivé, monsieur le vice-président. Et pendant la dernière campagne, nous avons dit, nous n'avons rien caché. Nous avions dit dans le programme d'élection de l'Alliance du changement que notre première priorité, c'est redresser l'économie et les institutions du pays. Et nous ne sommes pas passés par 4 chemins. Nous avons commencé par ici même la Chambre, en redonnant à cette Assemblée nationale ses lettres de noblesse. Ce qui n'était pas possible sous l'ancien gouvernement avec sa shouting brigade et ses expulsions et ses suspensions courantes, transformant chaque séance en une véritable force. Et je dois rendre hommage, peut-être en tant que vétéran aussi, à tous mes collègues du Parti Travail, du MMM, et aussi du Nouveau Démocrate, qui étaient nous étions ensemble ici. Nous étions comme une équipe, et nous faisions face à la tyrannie. Et nous l'avions fait ensemble en équipe. Faire face au MSM. Monsieur le Vice-président, alors que nous manquons aujourd'hui la journée mondiale contre la drogue, c'est très important, la journée mondiale contre la drogue, c'est aujourd'hui. J'ai une pensée spéciale pour ces mères et pères de famille dont les enfants sont victimes de la toxicomanie. Pour les responsables de ces ONG qui affrontent sans relâche le danger au quotidien, qui affrontent sans relâche le danger de la mort. J'ai en tête, Monsieur le Président, je vais toujours le rappeler, feu Père Robert Geoffroy, que j'ai côtoyé moi-même dans les années 80. Sur le terrain, la mort en face, nous avions combattu ensemble à cette époque, je crois l'héroïne, le brown sugar, et dans les quartiers où de nombreux jeunes étaient sous l'emprise de ce fléau. Mais l'essentiel de se rappeler que le trafic de la drogue est devenu quasiment une industrie à Maurice, grâce aux protections accordées par le MSM de Pravin Jagnat, au barreau de la drogue. Et je le dis avec tous les sérieux, parce que je suis un homme de terrain. Nous avons vu. Je ne veux pas revenir sur les années précédentes, où certains barreaux de la drogue est ici, présent dans la galerie d'honneur du gouvernement d'Almunami. Ça, on a vécu tout ça, le président, dans les couloirs de l'Assemblée. Monsieur le vice-président, y a-t-il un crime plus crapuleux
que de détourner à ses fins personnelles le reward money destiné aux informateurs de la police pour combattre la drogue. Monsieur le vice-président, combien de fois nous avions demandé des questions à l'ancien Premier ministre? Il y a un vote, ça, reward money. Donnez-nous le détail à qui c'est payé, comment c'est distribué. Rien, caché. C'est aujourd'hui ce que nous voyons. Ce haut gradé, je dis haut gradé, proche de l'ancien Premier ministre Pravin Jagnat, et ces deals Inc. d'un montant de 4,6 millions fait face aujourd'hui aux enquêteurs de la FCC. Et en fait, il n'a fait que suivre les mauvais exemples de ses patrons. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans le Mauricien d'aujourd'hui? On parle même de 40 millions. C'est de l'argent public. Voter l'argent public pour combattre le trafic de la drogue, pour avoir de l'information, pour agir. Et dans le Mauricien, c'est à la une aujourd'hui. Voilà, c'est lui. Et je me demande, Monsieur le Président, et dis ça au Premier ministre, si nous ne devrions pas introduire une one-line budget pour inclure que les bracelets en acier sont en argent. Minute, je parle de minute. Bracelet en acier. Vous savez, qu'est-ce que c'est ce bracelet en acier? Vous allez mettre le bracelet en argent. Tellement de cocaïne. Mettez en argent. Par ailleurs, nous avons été témoins, Monsieur le Vice-président, de la proximité de certains barons notoires avec les membres de l'ancien gouvernement dans l'ouest du pays, Franklin, dont les cas les plus médiatisés, comme les bails à grand bassin. Il y a eu des baux qui ont été donnés, sans oublier les bonbonnes de compresseurs. Le régime Pravin Jagnat, ça. Il y a eu certes une commission d'enquête, mais ce serait bien de rappeler combien de membres actifs du MSM proches de l'ancien Premier ministre et de certains avocats défenseurs attitrés ont dû démissionner, même un ministre, démissionner, à cause des liens incestueux avec ces trafiquants. L'industrie de la drogue et drug money est un puissant allié de la corruption et qui peut représenter une menace pour la démocratie. Notre gouvernement, nous avons dit que nous allons attaquer à ce fléau. Nous avons commencé de la drogue. Et nous avons récemment adopté au sein de cette Chambre le National Agency for Drug Control pour combattre le trafic de la drogue, la dépendance, mais aussi la réhabilitation des usagers de la drogue. Alors, un grand hommage, nous avons une pensée à ces familles qui sont dans des difficultés. Je suis sûr que mes amis, mes collègues députés, qui sont sur le terrain, dans votre circonscription, la drogue synthétique, c'est féral. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de communauté. Ils sont partout, même dans les familles aisées aussi. Monsieur le Vice-président, ce gouvernement mean business. Cela implique que notre économie doit être plus compétitive. Pour atteindre cet objectif, nous devons améliorer notre productivité et notre efficience. Une révolution du savoir et un sursaut culturel pour que nous puissions innover et grandir encore. Notre pays est un vaste chantier que chaque ministre apporte sa pierre à l'édifice pour redresser l'économie et redémarrer les investissements pour une croissance accélérée. Monsieur le Président, l'adjoint ministériel Joanna Béranger et moi-même, nous sommes conscients que les attentes sont nombreuses et les défis multiples à l'environnement. Et je suis fier que nous avons fait en quelques mois ce que d'autres n'ont pas eu le courage politique de faire ces 10 dernières années. Pomponnet a été sauvé de l'accaparement du littoral. Et aujourd'hui, une page publique. Et nous disons merci à notre ami, l'honorable Mohamed. Je suis sûr que mes amis de résistance alternative et de l'association Arrête Cocaïne la plage sont vraiment happy.
À travers des évaluations rigoureuses des demandes de PMI-AI et un monitoring constant des projets en cours, mon ministère veut assurer une gouvernance environnementale stricte pour protéger les zones écologiquement sensibles, les barachois, les zones humides, mangroves, caves. Pas de compromis là-dessus, monsieur le vice-président. Oui au développement tout en préservant notre patrimoine naturel pour les générations futures et pour tous ceux qui croient qu'on peut développer sans détruire la nature. Cela illustre l'engagement de ce gouvernement en matière de protection de l'environnement. Je suis très fier, monsieur le président. Je suis retourné comme ministre de l'Environnement presque 20 ans après. Et l'histoire en témoigne que moi-même, nous avions accompli avec le DPM des décisions courageuses. Je dis que lui et moi, nous avions pris à cette époque en interdisant l'extraction du sable, qui était un crime, en abaissant le pourcentage de diesel, le soufre dans le diesel, pour combattre la fumée noire dans les autobus, dans les véhicules. La création de la police de l'environnement. Sur d'autres dossiers que nous avions travaillé en cette période, en tant que lui, le leader du MMM, et moi comme ministre du MMM, avec mes collègues MMM, parce que c'était notre vision à l'époque, et qui est toujours, et je suis très heureux, j'aurais jamais cru que j'aurais été 20 ans après ministre de l'Environnement, je continue. Monsieur le Président, nous agissons également sur les îlots. Nous avons commencé avec l'îlot bénitier, qui est étouffé sur le poids du désordre. Aujourd'hui, l'île respire, monsieur le vice-président. Je inviterai mes amis d'aller le visiter. Dommage, je n'ai pas pu voir. Les opérateurs, désormais régularisés, travaillent avec des règles claires. Ils travaillent avec des règles claires. Et je veux saluer ici l'action collective menée sous la présidence du DPM, avec le support du Premier ministre, en collaboration avec le ministère du Logement, celui de l'Agro, qui est responsable de National Parks and Gardens, le ministère du Tourisme, et surtout le conseil du district de Rivière-Noire, le président, M. Camrazo, et tous les partenaires concernés. Et nous avons fait un bon exemple d'un travail collectif et à long terme. Monsieur le vice-président, ce sont quelques exemples de la longue route de la reconstruction de notre pays, de sortir de la mine de la prospérité. Pour y parvenir, le premier budget de ce gouvernement jette les bases dans un contexte national et international difficile. Les incertitudes sont nombreuses en raison des facteurs externes, hors de notre contrôle. En tout cas, ce budget n'a laissé aucun secteur clé de côté. L'économie bleue, le tourisme durable, l'agriculture durable, la consolidation budgétaire et la croissance économique, sans oublier la protection des plus vulnérables. You have 5 minutes to go. Yes, I know. 5 minutes. I know. Yes. I'm just having a look at it. I know. Yes, Dans cela, nous devons faire de bons choix pour notre environnement. Nous travaillons sur un grand projet au niveau du changement climatique. Nous travaillons sur des rapports que nous allons produire dans le sillage du Conference of Parties de COP30. Un des grands problèmes aussi, c'est, comme a évoqué par mon collègue le ministre Achir-Badel, ce budget permet de débloquer environ 30 milliards pour les 3 prochaines années dans le secteur d'énergie renouvelable. Nous travaillons sur la gestion de la zone côtière dans son ensemble. La Beach Authority tombe sous notre responsabilité. Nous travaillons aussi sur un projet sur les plages publiques pour rendre agréable, c'est le loisir à bon marché pour le Mauricien. Monsieur le Président, j'ai parlé de la plage Pomponette, l'accès aux plages publiques aussi. Nous travaillons là-dessus et il y a des projets à Pointe-aux-Feuilles, Petit Sable, Pointe-Diable, Bambou-Verrier, Ange-Joncé-Providence, sans compter les autres plages publiques dans le littoral. La Beach Authority redoubla son effort pour sensibiliser aussi la population, pour rendre plus propres les plages publiques.
Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes déterminés à restaurer les droits de la nature. Nous allons modifier la Constitution de Maurice afin de mieux protéger les droits fondamentaux, y compris celui à un environnement sain et la révision de la loi sur l'environnement, dont il y a plusieurs lacunes dans ce projet de loi. Sans compter, Monsieur le Président, notre combat permanent avec la police de l'environnement, dont je salue le travail, combattant la pollution sonore et la nuisance des véhicules fumigènes. Monsieur le Président, la pollution plastique, c'est une menace majeure pour la santé des écosystèmes et c'est une priorité pour nous. En 2024, 158 millions de bouteilles PET ont été mises sur le marché. Et pour y remédier, nous travaillons sur une feuille de route vers un pays sans pollution plastique. Et je suis sûr que nous y arriverons à bon port. Hormis le système de consigne avec remboursement, mais aussi sur le principe de responsabilité du producteur. Un cadre légal est en préparation. Nous travaillons sur la gestion des déchets, où des milliards sont dépensés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, moi-même et le ministère, nous avons hérité de Marchicose avec le feu, quand nous sommes entrés au gouvernement. C'est un contrat de 3,6 milliards qui a été alloué le 28 juin, presque la veille des élections, où il y a des problèmes énormes de gestion, je le dis avec conviction. C'est pour sa raison laquelle nous disons que cette extension ne résoudra pas durablement le problème de déchets. C'est pour cette raison qu'on parle dans le budget du Waste to Wealth, axé sur l'économie circulaire. Et il y a pas mal d'initiatives que nous allons prendre. Nous travaillons aussi, Monsieur le Vice-président, sur l'incivisme qui devait un fléau. Est-ce que nous avons aujourd'hui une population de mauvaises habitudes? Sanctionner, c'est oui, mais il faut que la population prenne conscience que l'État dépense des milliards pour la collecte des déchets. Alors, nous allons agir là aussi et nous voulons forger nous voulons que l'île Maurice devienne une nation responsable et consciente de son programme environnemental. Monsieur le Président, il y a pas mal d'initiatives au niveau du ministère et je ne vais pas oublier le Maurice Facilities qui tombe sous nous maintenant. Mes collègues députés savent aujourd'hui qu'ils peuvent compter sur cette unité. Ces travailleurs travaillent avec courage, bravent le soleil, le mauvais temps, pour entretenir les écoles publiques, les bordures de route et le terrain vague et d'autres espaces publics, je les rends hommage. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, le budget 25-26 est bien plus qu'un document comptable. Il s'agit d'un contrat moral avec notre pays, d'un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants, les petits-enfants et d'un engagement politique fort. Nous avons pris l'engagement de redresser l'économie et de remettre les institutions sur les rails de bonne gouvernance. C'est à quoi nous nous sommes attelés depuis novembre dernier. Et la machinerie de l'Alliance du changement tourne à plein régime. Transformons notre économie pour accroître notre résilience et offrir des opportunités à nos jeunes. Retroussons nos marches pour améliorer notre productivité et mettre en marche une économie solidaire. Monsieur le Vice-président, c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais capitaines. Nous avons à la tête du pays un Premier ministre qui n'a pas froid aux yeux. Et avec le soutien de son adjoint, le DPM, qui tiennent les deux le gouvernail avec assurance pour sortir le pays de ses eaux troubles. Notre force est que nous sommes un gouvernement à l'écoute de nos terrains, nous. Pas seulement. Et nous considérons que nous adaptons et que nous accompagnons. Nous sommes élus pour servir le peuple. Nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Nous avons des gens de longue expérience. Nous avons des professionnels, nous avons des jeunes qui sont parlementaires, des jeunes parlementaires. Et je crois ensemble
nous pouvons faire de l'île Maurice un pays où il fait bon vivre et que nos enfants et nos petits-enfants seront fiers de nous. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. Merci, monsieur. Thank you. Honorable Minister Mohammed. Thank you, Mr. Deputy Speaker. It is not easy, as I've said to my friends in this August Assembly, to be able to stand up and address the nation and take part in this debate after listening to every person speak, the more so after having listened to the excellent speech of Honourable Minister Bagwan. But allow me to say that when the budget speech was pronounced before this August Assembly, I was not in Mauritius. I was in Saudi Arabia. And there, I was there for the Hajj and also to supervise the whole process and to meet certain officials. And from there, I sent a message to the Honourable Prime Minister that on the eve of this budget speech, that I would pray that he is infused with everything that is required in order to think about the country first. I've heard many speak today and on other days during this budget debate about what are the qualities of a statesman. I have also given some thought to it. I was listening very carefully to the words pronounced by the Prime Minister, Minister of Finance, reading the budget speech. And there's one thing that came to my mind, and let me share it with you today. You see, a statesman, he exactly knows where he wants to take the country, from where it is to where he wants to take it. This is a statesman. The passage and the road to where he wants to take it will be fraught with difficulty. True. But this will not in any way stop him from taking it there. The only thing which I'd like to underline here is that it is someone who is going to take the country from the current state to the future state. And this is what the Honourable Prime Minister, Minister of Finance has done. It takes a lot of courage to be able to present a budget of this nature. A lot of courage. A politician, as others have said before me, he thinks about the next election. I've heard Honourable Rukni say it. Some have quoted General de Gaulle. But in this particular instance, we are here listening to the people outside. We are aware of the difficulties that people are facing. We hear their cry, their fear, their frustration. We hear it, we feel it. But let me from the very outset say, we did not cause this crisis. We are not the ones that caused the mess. We are not the ones that caused the country to be placed in a situation where we are so indebted that we have to face reality, and we are here only to sort out the mess. This is what we're here for. We are here, we have two choices. Either we do nothing and we pretend all is good, all is rosy, and we think only about our own political survival and nothing else, pleasing people. The other choice is think about the country. Think and do for the country. Don't think about yourself. That is precisely what the Honourable Prime Minister, Minister of Finance has done, and I'd like to congratulate him for that, for his courage, for his steadfast attitude, standing tall in the face of all that are inventing stories in order to justify their lies. When I was not here, I heard the Honourable Leader of the Opposition in his speech also say, and the former Prime Minister
come up with another untruth. I shall use the word untruth because a lot of people would say, well, let's be parliamentary. But then one knows the one who does not speak the truth is... I did not say it. So when he goes as far as to say, you remember what he said once upon a time in 2014? That the Honorable Prime Minister Ambulam has a private jet. You remember that? And I was so annoyed with the Honorable Prime Minister, and I said, why didn't you ever take me in your private jet? And I'm sure this is what the Honorable Attorney General just said. We're thinking alike. And now what I hear them say, and obviously this was a lie, let me say it, it was a lie. But what do I hear now? That supposedly the Prime Minister is buying a new car, 23 million rupees car. That is also untrue. That is totally untrue. You see, I know for a fact that this is not true, and I say it out loud. The Prime Minister has not ordered, has not bought, is not driving a new car. On the contrary, he is driving the car that was ordered by his leader, the former Prime Minister, whilst we were in the midst of difficulties, financial. His leader had ordered cars worth 23 million. So maybe he should go back to his leader, who also was spreading the false lies. Mr. Speaker, I will, during my speech, talk about, obviously, my ministry. But let me, before I go to my ministry, I'm not someone who is as well versed in matters of economics. But at least mathematics, I've tried to do some calculations. So, what I've seen here from all information I have is for the old age pension, more than 25% of the national budget expenditure goes towards the old age pension. And from what I've seen as well in the calculation, for social protection, we have approximately 34%. 34% of the national expenditure goes towards social protection. But those figures which I'm going to quote right now is of importance. Because of the number of, right now the people out there, they will want to know why are we in such a difficult situation. And let me put it very simply, in layman's terms. Today, we are spending in Mauritius 4.6%. Sorry, 8% of our national budget goes to education. 8%. Okay? Honorable Minister of Education looking at me. But in Singapore, 18% is spent of the national budget there is spent on education. 8% in Mauritius, 18% in Singapore. And in South Africa, our neighbor, 20.9% is spent on education. And let me look at the Honorable Minister of Health. In Mauritius, we're spending 7% on health of our national budget. 7%. And in Singapore, it's almost 21% on national health, public health. In South Africa, it's almost double our figure, 14%. And the reason we are in a situation of this nature today is because there is no fiscal space. Can you imagine from my figures, and I hope the Honourable Minister of Finance and the Honourable Junior Minister will correct me if I'm wrong, and apologies if I'm wrong, I am my calculations show that approximately 10 to 12% is what we have of the national budget is what is used for debt servicing. So this is enormous. So today, we are in a situation because of the mismanagement, because we have to look for the guilty parties. We have to find who they are, and the people have to know who the guilty ones are. And each time I show my hand towards this empty bench of the opposition, and there again, they do not even deserve the salary they have at the end of this month. You want to know about waste? Where are they? Well, and that, today, what I say is that the waste that our country has become, the barren land that we have come, as far as economics is concerned, the economy is concerned, is their fault.
And I will explain to it before I go into the details of my ministry. I wanted to talk about the ministry first, but allow me, because I think it's important to go straight to the issue at hand. And it is what these people have done to this country. Let's look at this. Mr. Dave Bikali, senior advisor to the Prime Minister Pravin Jagnnath. He had a salary of 119,500 rupees monthly. And added to that was monthly remuneration of 35,000 as vice chairperson of the Gambling Regulatory Authority. And he had an extra duty allowance as vice chairperson of the GRA for 25,000 rupees. And at the same time, whilst the country was going through serious difficulties of COVID time, that was the time, he was le président des conseils d'administration de Mauritius Duty Free Paradise, Rodrigues Duty Free Paradise, Airport of Rodrigues, Pointe Coton Resorts Hotel Company Limited, and a board director of Metro Express. All this, I say again, whilst we were suffering financially. So while people were dying, while they were fleecing the people, let's not molnupiravir, all the back and blister scandal, the billions that were being fleeced from the taxpayers, les milliards qui ont été volés pendant que les gens mouraient du Covid, le bon gestionnaire qui était le Premier ministre Jagnnath, voilà ce qu'il faisait dans le dos du peuple. And then today, he has the goal to come and give us lessons with the absent leader of the opposition with his little partner. And not forget that. Today, as Minister of Housing and Land, I end up being told and briefed by the National Housing NHDC and the NSLD. What do we end up with? We end up with claims from companies. Companies, contractors were sending us claims amounting to now, what are they for? Groundbreaking ceremony, stone laying foundation, events organized for Mr. Obigadou, former DPM, to come to the sites, for him to have his photograph taken, for Mr. Jagnnath to come and his ministers have their photo opportunity. 32 million rupees of claim for the publicity for the government then. Et là aussi, ils n'ont livré pas plus de 50 maisons. Et quand je dis 50, je suis gêné. Ils ont oublié qu'il fallait qu'on ait des toilettes qui fonctionnent. Ils ont oublié qu'il fallait des drains. Ils ont oublié qu'il fallait qu'on fasse des travaux off-site aussi pour s'assurer que les sites ne soient pas inondés en période de pluie. Ils ont tout oublié. Mais ce qui importait à M. Obigadou, l'ancien Deputy Prime Minister, c'est de s'assurer qu'il faisait plaisir à la cuisine. Et qu'il avait ses photos dans la presse. Et que tout le monde savait, voilà, il travaillait. Et quand il est entré, on se souvient de lui, il était à la place de M. Lobin. It's not a very good place there, be very careful. And I don't know what you're feeling there, but you know, it's ejectable. And you have this thick, a lot of files. He came in, you know, and yeah. So this is what he was doing. And what was Mr. Jairaj Sonu, who was the group CEO of NHDC and SLD, earning? He was earning 501,000 rupees monthly. 501,000 rupees monthly. And you think that's all? Oh, no. So the former Deputy Prime Minister approved that salary, and the breakdown was 400,000 rupees in salary, entertainment allowance. I wish I could entertain him now. Free. 15,000. Driver's allowance, 15,000. Traveling and fuel, 40,000. Cash in lieu of company car, 31,500. Benefits, plus 25% gratuity at the end of 12 months. 20 days annual leave, 21 days sick leave, and possibility of encashment if not taken. Mobile phone allowance. 2 business class tickets, aller-retour Maurice Londres annually.
And those people are going to come and give us lessons today. And now I say to the people, tous ceux qui sont aujourd'hui, on vous écoute, on entend vos craintes, on entend la frayeur, on entend ce que vous dites sur les pensions et les prestations sociales, on vous entend, mais il faut chercher ceux qui sont coupables. Nous, on est là simplement pour s'assurer, pour protéger the pension that people have to get. If we are not to act, if the Prime Minister does not act, even those whom we say should get will not get a penny. On est là pour s'assurer que ceux qui obtiennent leur pension, même ceux qui ont obtenu leur pension de vieillesse à l'âge de 60 ans, guère, si le Premier ministre et le ministre des Finances n'agit pas, il ne prend pas des actions décisives, courageuses, même eux, ils n'auront rien à la fin du mois. So in order to protect the existing pension, we have to act. In order to wipe the mess, we have to act. In order to protect this country, we have to act. We choose the difficult path. We do not choose the path that is easy, because the easy path leads to damnation. The easy path leads to an échec total for the country, and we do not want this. So, let me, since I'm talking about that, I'll go further. You see, time, I said to the Prime Minister a few minutes ago, before I stood up, time flies. Time goes very fast. I still remember the time when not far ago, the Prime Minister was Anirudh Jagnnath. The Prime Minister threatened to get me arrested, and I was arrested. I was taken before court. I was provisionally charged. I remember those days. I remember those days. I remember the Prime Minister standing before me from beginning to end in the court in Port Louis. I remember the now Attorney General, who was the lawyer who was there. My father, late father, had spoken to him, and he had tried to reassure my father all along. I remember the tears of my father. I remember how he had cried, because for them, doing politics was to destroy people. That was their politics, destroy people. And a lot of you were present there with me, and I thank you for that. The time flies, and see how everything changes today. And I thank the Prime Minister for having chosen me to be minister. A very difficult position, very big position, and today to be number 3 of a government, not as an easy task, not an easy task. Time flies, things change. So that's why I have to go back in history. Today we have people giving lessons. I remember Dr. Omir, who was also by our side during those difficult times. I remember you. Thank you. I remember Roshi Badin going for a press conference and saying, oh, well, I don't agree that Shakil has been arrested. This is wrong. I remember those days. But that same Roshi Badin, I remember him leaning on the column outside at the National Assembly in January 2015, putting his one foot on the column facing the harbor. He was smoking his cigarette, and while he puffed, he said, tell your leader Amgulam that I am going to, and he used a very bad word in Creole, and said he's going to do something not really great with Daoud Rawat. In January of 2015. But he didn't stop there. Because don't forget, he is part and parcel, parce qu'on doit chercher les coupables. Les coupables, c'est le gouvernement MSM depuis 2014 jusqu'à 2024. 10 years. Let's not forget Roshi Badin. My friends talked about this yesterday with Patel Engineering. How about the billions because of their incompetence? Their wish to destroy everything on their passage. The billions that the taxpayers have had to pay in terms of damages and compensation to Patel Engineering, to Betamax. They are the guilty ones. Today, if we find ourselves in such an economic strife, it's because they have culpable on their foreheads. They are the guilty ones. They are the targets. The people must look for them. They should be sought. And then, I'll keep the good one for last. And then we talked about
the new company of Maradiva that has changed names. Honorable talk to us. Danya, was it? Diana Vartam Limited. 1.7 billion rupees, 1.7 milliards a été pris. This is money belonging to us. This country, MIC, Bank of Mauritius, 1.7 milliards, ça a été pris. Pas remboursé encore jusqu'à l'heure. And they go into voluntary administration. There's only one reason they try to go into voluntary administration, is to run away from their responsibility and the liability. That is the reason, because they want them as directors not to be responsible personally. That is the reason. So today, you take money, you obtain the money, and you take approximately 400 million from the State Bank of Mauritius. More than 2 billion rupees. You look for the guilty ones. I say again, they are the guilty ones. They put us before a fait accompli while having lied about the figures, lied about the truth, hidden the truth. What can we do but apart from now come and sort out the mess and make sure that we don't go straight into the wall? Because we're close to that, close to it. But then I saw someone else popping his head out. Mr. Padachi, the former Minister of Finance. This one is a story that I'd like to take my time to tell you. Now, this is a very interesting story. And it goes as follows. There is a plot of land in Rochebrune. Okay? We follow? Okay. So that land in Rochebrune is called, it's a Morcellement called Mount Pleasant Morcellement. Huh? Next to Morcellement Mount Pleasant, where Honorable Padachi has his property, and that property faces a beautiful green forest of many acres, 665 acres. That land once upon a time belonged to Medine. Okay? And Medine started the process of having a morcellement there, on this plot of land, which was 63 acres, just in front of the property where Mr. Padachi was. Okay? And I'm saying this pour que la population puisse savoir what type of person today comes to pretend to be cleaner than clean. And they are the ones to take the moral high ground to give us lessons. I want the population to know what he did. He comes up with an amendment to the law. They apply for conversion, first of all. Medine, they obtain their conversion. The process was to do a morcellement. They apply for an EIA. They get the EIA. Now, the former Minister of Finance sees, my God, they're going to come and build next to me. My property. They're going to be there, and they're going to have people living in front of me. My view is going to go. The green space is going to disappear. Without consulting anyone at the Ministry of Housing and Land, without consultation. Now, he decides to amend the law. He decides to amend the law last year, July 2024. And the Morcellement Act through Section 56 of the Finance Miscellaneous Provisions Bill of 2024. And what does he do? He says that you have to have a green forest dedicated within any Morcellement development. So look at the stratagem, the strategy. Let me use my position as Minister of Finance pour protéger mon intérêt, son intérêt à lui, se servir de sa position comme ministre, sans consultation préalable avec les officiers ou même le DPM, qui était simplement qu'un suiveur. He had no colonne vertébrale. But he spoke well. Nothing more. Then he accepted all of it. No consultation. Amend the Morcellement Act in order to protect his view. But in 2021, Medine writes to the MIC and says, I need to raise capital, I have land for sale. That land was proposed to the MIC in 2021. They said no. But in 2024, that minister
while he was Minister of Finance, and I don't believe in coincidences, not only does he amend the law, but he gets them to write, he gets MIC to contact Medin and said, we are interested in that plot of land. And bizarre, a land that was valued at approximately 600 million in 2021 by Medin themselves was bought by the MIC while Mr. Padachi was Minister of Finance, the very land where his view was going to be blocked, the very land where the Morselma was going to be carried out there, built. It was sold for 875 million rupees. So he paid himself the most expensive garden in the world. A garden worth 875 million to ensure that there was no construction, no more Selma there next to him. And the agreement that the Medin had with the person, the company going to do the Mo Selma, was brought to an end purely and simply. The documents are in my possession, and I can confirm that I will be communicating it to the Honourable Prime Minister, because this is unacceptable. And when I look at the resolution of Medin, it says, and it says here, an interest has been received from the MIC in May 2024. Not them contacting the MIC. MIC contacts them. We are interested for a Rochebrune site for a potential agri-tech. Check out the words, agri-tech project. Still nothing. Still nothing. And today, there is worse than that. There is worse than that. I have the map of where his land is. I have the map, because next to it, there's worse now. I'm going to tell you why. There is a property there built by the NSLD, okay, on Rochebrune Avenue, okay? The entry and exit onto that property built by NSLD was on Rochebrune Avenue. But the problem is that road leading Rochebrune Avenue also led to his residence or to his property. And he did not want people from NSLD to use that same road as his. So what does he do? He carries out site visits there, walks with people from Ministry of Housing and Land, shows them and says that they have to stop that. So what he does, he forces the Ministry of Housing and Land, the NSLD, to spend money by building a new road altogether for the inhabitants of the NSLD, not to pollute his environment. You see, what is shocking, Mr. Deputy Speaker, sir, is that this is someone who wears Savat Dodo slippers. But those slippers must be worth the hell of a lot, at least, because the arrogance that this person has shown for the people of the NSLD there, you know what? There is land belonging to the state more there. Now that the MIC owns the land, I'm going to maybe ask the Ministry of Finance and the MIC to give it to me for another social housing project as his neighbors. Because what is this? You mean to say that people have no right to come and live there? You have to, and what did he spend? I have the figures. Just to move the road and for them not to use the road he uses. They blocked the road at one point during construction with bollards illegally, and more than 36 million rupees spent on a new road altogether by NSLD. And who has to pocket that? Who has to pay for it? Taxpayers. Alors si les gens doivent commencer à comprendre pourquoi alors on se retrouve dans cette situation, c'est précisément, c'est parce qu'on a eu des dirigeants qui n'ont pas dirigé, mais ont vécu comme des gargantuas qui ne peuvent même pas digérer. On ne peut pas diriger, je ne peux pas digérer ce qu'ils ont fait. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout avalé. Ils ont pris ce qui n'était pas à eux. Imaginez maintenant, Monsieur le Vice-président, si quelqu'un peut se servir de sa position à la tête de l'État pour pouvoir servir l'argent qui ne lui appartient pas pour influencer l'achat à 875 millions
mais ce rôle-là ressemble étrangement au prêt que la famille de l'ancien Premier ministre eux-mêmes ont obtenu à travers la State Bank et la MIC. So imagine now, where do we start? Where do we start putting order? But in the meantime, the Honorable Prime Minister has had to face the music, because it is not something that he wrote, it is not something he planned. We expect as an opposition to come ici à l'Assemblée nationale, quand on gagne les élections, on s'attend que les chiffres sont les chiffres vrais. On ne s'attend pas à ce que le gouvernement sortant va nous mentir à propos des chiffres, à propos des statistiques. We don't expect that. So this is the truth. So, Mr. Speaker, now at the level of the NHDC, let me talk about the NHDC now. I've explained to you what it was, and I've had to put order there. But before I go to the NHDC, let me say that at the level of my ministry, there is 1.9 billion rupees that is owed in terms of arrears by those who are on campement sites and industrial sites, industrial leases. 1.997,726 and 491 owed. Why? Because the previous government had amended the law in order to make it possible for people who did not want to pay, en guillemets, or had difficulties, plutôt en guillemets, during COVID time, to ask for time to pay and delaying tactic not to pay. And this is something that the law must be reviewed. We cannot continue having people on state land owing money in terms of leases, but at the same time making money, declaring dividends, and enjoying the fruits of the Republic, the land of the Republic. We can't do that. So I must say that we have tackled this, and people have started to understand. Companies have started to understand that we are not joking with this. They will pay and are paying. Now, with regards to the two pieces of legislation, which is the Town and Country Planning Act of 1954 and the partly proclaimed Planning and Development Act of 2004, there is the need, Mr. Deputy Speaker, sir, to have a consolidated and modern legal framework for land use planning that would support government's commitment to modernizing the legal frameworks to manage land resources more efficiently. Now, we have asked and we have obtained consultancy services in view of drafting a consolidated and modern legal framework for land use planning in Mauritius, and we have obtained some funds to start the process from this particular budget. We have also the National Land Development Strategy. At our meeting on the 23rd of December 2022, the government had decided to incorporate the recommendations made in the report, Master Plan of the Land Drainage Authority. And we could not, in the absence of the input from the LDA, which had refused to put its input. It was hiding when we were not in government, all its data. And we could not, therefore, finalize this document, this process, the NDS, and we will be having a meeting in the forthcoming 2 weeks in order to finalize this, and a meeting will be scheduled with the LDA in order for to give their views. Pending and for government, it will be sent to cabinet for approval. Now, with regards to that, there is also the new urban and rural outline schemes. Once the NDS is approved, a new outline planning scheme, which serves as a key instrument for spatial and land use planning, will be developed. The services of a consultant will be required for the preparation of the outline planning scheme to address contemporary challenges, including urbanization pressures, socioeconomic demands, environmental degradation, and climate change. We have also, Mr. Deputy Speaker, sir, the Morcellement Act of 1990. It dates back to quite a long time now and needs to be revisited and to be more responsive to today's reality and be realigned with the current online application process so as to ease and enable a smooth, efficient, faster, timely application process. This is our objective. Now, with regards to our housing strategy,
We have basically come up with the idea, following discussions with the Ministry of Finance, there is the need to have a proper housing strategy. And why do I say that? You will note that in the budget, there's a proposal to increase the threshold from 40,000 to 48,000. Now, 40,000 to 48,000 is precisely because of recent increases that people have obtained, and they find themselves after waiting for 10 years, 15 years, and I can say for a fact that those lists of beneficiaries were once upon a time, when we were not there, being concocted, because the kitchen was sending instructions who had to get houses, who did not have to get houses. Il y a ceux qui attendent depuis 15 ans et qui n'obtiennent pas les maisons. Et je dois le dire que this is over. Right now, we concentrate on justice, fairness, those who have applied, those who are in urgent situations. We are endeavoring to do that. We have 52,000 people waiting for houses. This is not a small figure. So with the 8,000 that they have only delivered 40. As I said less than 50, but in fact the real figure is 40. So we have a huge backlog. And those people that require houses, a lot of them are within the bracket of 0 to 48,000, but a lot of them are also above 48,000, and they don't have enough earnings in order to be able to afford a house from the private sector, and are not poor enough to be able to be on the list of SLD and HDC houses. So they are in an income trap. So what we are doing, therefore, I have consulted with the United Nations Habitat. I have consulted with the OECD, and we are taking on board a consultant for a new housing strategy. And the only way forward, clearly, is to address, in the moment of lack of finance, parce qu'ils ont tout dilapidé. On ne peut pas s'endetter, on doit certainement pas s'endetter davantage. Alors, what I am proposing to the NHDC and NSLD is to work on the possibility of a public-private partnership. When you have a PPP in order to build social houses, not only for those who are at the maximum 48,000 rupees, but also for the lower middle income. And then we can go for cross-subsidization. And I must say that I spoke to my honorable friend, Osman Mohamed, who was once upon a time in the NHDC, and he is the one of them, when we were in the opposition, who talked about how it was important to cross-subsidize. And this is something which at one point he was unfairly criticized for. But this is what has to be done. Now, the plan we have is to build. We need 51,000 houses. We need to be able to put en chantier at least 10,000 houses. We need to be able to do that. But with a proper PPP, ensuring that all our procurement legislation is followed, ensuring that all is done in line with the law, with a complete transparency, not as it used to be done at the NSLD when they were in power. So our objective. Minister, you got 5 minutes. Yes, 5 minutes. So, in regards to that, Mr. Speaker, sir, I think it is important for me to be able to add the following. I always said that the government is a government that wants transparency. And I beg, because of what I've said, and in line with what I said, I beg to table the details, up-to-date details of NSLD and the up-to-date details of the NSLD for houses as to the dates of completion. So from this document which I'm tabling, it is clear, and for the NHDC as well, I beg to table updated figure for all the NHDC development and all the dates. Since time is restricted, I will not be able to get all the dates, but everything is there. When they will be ready, exactly what problems we've been having. I've hidden nothing. We're not in the business of hiding. And this is what we've done. So, Mr. Deputy Speaker, sir, let me like to conclude this time on the following. We have a land bank. We will look into the possibility of building these houses. Now that I've made this public, I will also put this information I'll ask the GIS to do it. I will also put it on my social media page, and it will be given to the press. We don't want
We want to be transparent about every single project. Now, I would like to add the following in conclusion. You know, Mr. Deputy Speaker, sir, no one chooses voluntarily when you're in politics. You don't walk into a situation voluntarily and say, let me do something to make myself unpopular. We don't do that. What you do is when you're placed in a situation where you have to think about the country, it is very easy to fall into the trap to think about your own survival. That's the easy way out. And if you choose that, then you will have short-term gain. But the country will be totally found in a disastrous situation. So I must say is the following. When, for instance, my honorable friend Bagwan talked about the Îlot Bénitier, on a smaller scale, when I saw the situation there, when it was brought to my attention by Cabinet, by the Honourable Deputy Prime Minister, by Honourable Minister of Environment, the Junior Minister Fabrice David as well was there, Richard Duval, Arvin Boulel. When they brought this to my attention, I decided that I followed what Cabinet had decided, clean it up. But the reason we wanted to clean it up was for what? For it to be in a better state. In whose interest? For the posterity, for children to come, and for those who were trading there. What was not said? I was insulted, I was told that supposedly I wanted to give it to private operators. I was told supposedly I was going to bring people from my constituency to work there. But this did not deter us from what we believed was right. And today, when we look at Îlot Bénitier, it shows that when we put our minds together to do something for the good of the people, we can succeed. So I'd like, in the last 30 seconds that's left, if I may, say that I have not forgotten those of my constituency. I thank them for their confiance that they have shown in me. 4th time in a row elected in constituency number 3, and it is my 5th mandate. I must say that I was astounded to see that in my constituency, no single house has been built by the NHDC, by the MSM government or NSLD. Not a single house. And I'm pleased to announce that we have gone to Bejutombo, that Bejutombo now forms part of our constituency. We have land there that was just laying idle. We have put up a project there. The members of Parliament, Honourable Juman and Honourable Minister Amiamia, together with myself and officers of the NHDC, we have gone there. We have already started a project for constituency number 3, and we are providing houses. The first place is in Bejutombo. That is a promise we made during the campaign, and we're keeping that promise. Second place, we're going to keep the promise. Because why I'm concentrating on that constituency, first reason, because it's mine, and secondly, because nothing was done there for 10 years. And number 2 as well, nothing was done for 10 years. So, no, for you it's being done. For you it's being done. So, what I can tell you is that land has been found. Que ce soit la route militaire, we're trying to explore the possibility of constructing. Que ce soit la route abattoir, we're exploring the possibility to build. Que ce soit aussi à Rochebois, where there is the plan to eventually move the transfer station, hopefully, and we will have space there in order to build. So we will not forget those who have been ignored for the past 10 years. So let me conclude now, really, and say, I am very proud to be learning at all ages. You learn at all ages. L'instinct te demande de choisir la facilité. Et c'est pas évident de choisir the hard way when you know it's for the good of the country. And when you are next to the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, and colleagues from Cabinet, when you make a decision in the interest of the people, we know that the country will come out of it greater. And let us all realize one thing, that those people who have done us harm, those people who have destroyed the economy, those people who have filled their pockets with money not belonging to them, we will hunt them down. They will have to pay. Justice will prevail. Let us not forget that.
We will ensure that you are not forgotten and that you do not hide under a stone or a hole somewhere. We will remove the stone. We will dig you up and you will have to pay the consequences of the crime that you have done to this country. Thank you very much. So shall we break for tea now? Yes. So we'll be back at 5:15. 5:15. No. It's it. 5:15. So we'll resume at 5:15. Thank you.